de partout l'agression de la nature. De par sa position géographique, il est à l'étroit à cause du boom immobilier qui est en train de prendre des proportions importantes dans la capitale sénégalaise. La sécurité, qui est un facteur déterminant pour les autorités sénégalaises, recommandait alors un changement, voire une rupture dans la gestion aéroportuaire au Sénégal. C'est ainsi qu'arrivé au pouvoir, le président de la République, Maître Abdoulaye Wade, fidèle à une promesse pour ne pas dire un rêve, décide de doter le Sénégal d'infrastructures modernes. Parmi les grands projets, l'aéroport international Blaise Diagne. On avait rencontré beaucoup de contraintes liées à l'aéroport actuel. Sa situation géographique complètement enclavée avec le développement urbain de Dakar et que ces dégagements de sécurité étaient occupés progressivement par les populations, d'où un risque, n'est-ce pas, qui pesait sur l'aéroport et l'exploitation aérienne. Ensuite, l'aéroport occupe une zone qui est la zone résidentielle de Dakar, qui est la plus chère après le centre-ville. Ceci est une incongruité économique. S'y ajoute le fait que Dakar concentre une très grande partie de la population et des activités économiques du Sénégal, et le fait de transférer l'aéroport en dehors de Dakar contribue à désengorger la ville en étalant la mégalopole sur une plus grande distance. Voilà les raisons essentielles qui ont poussé l'État à délocaliser l'aéroport. L'aéroport de Dakar n'a pas de grande perspective de développement dans la mesure où il est dans un périmètre de 800 hectares, complètement entouré par les habitations, et qu'aujourd'hui, il aurait fallu des investissements colossaux pour préserver la cohabitation pacifique entre les populations et l'aéroport. Et le coût estimé de cette transformation était supérieur au coût estimé de construction d'un nouvel aéroport à l'époque et ne résoudrait pas les problèmes de développement auxquels cet aéroport est confronté, sans compter le fait qu'il a été conçu dans les années, à partir des années 45, et les premiers travaux ont eu lieu, et la conception est une conception d'aéroport des années 60. Bien, l'aéroport, dès le départ, nous appartient. C'était la formule qui a été choisie au lieu d'être dans une formule de BOT qu'on avait prévue à l'époque, où l'aéroport allait appartenir au promoteur qui allait le rétrocéder au bout de 25 ans. Aujourd'hui, l'aéroport, aujourd'hui où je vous parle, appartient déjà au Sénégal. Et on le met en exploitation donc, avec Fraport. Fraport l'exploite, on a un contrat et il l'exploite et il nous paye, n'est-ce pas, une redevance d'exploitation pendant 25 ans. Et pendant cette période-là, nous suivons, nous sommes une société de patrimoine en quelque sorte, pour veiller à ce que notre patrimoine soit exploité en bon père de famille et qu'il nous soit rendu en très bon état. Rien n'empêche qu'au bout de la période, que l'État du Sénégal continue avec Fraport ou avec un autre, mais on pourra remettre la concurrence sur la table. Outre le fait que Léopold Sédar Senghor est en train de montrer ses limites sur ses 800 hectares et face à la concurrence impitoyable à l'échelle mondiale et la volonté de disposer d'un aéroport de dernière génération, ce projet vise aussi à répondre à une exigence vitale, le désengorgement de la capitale sénégalaise vers la région de Thiès. Ce qui aura le mérite, en plus de décongestionner Dakar, d'offrir la possibilité éventuelle d'un agrandissement aux besoins de la plateforme aéroportuaire pour mieux répondre aux normes standards en matière d'aviation civile. Bien, l'aéroport aujourd'hui, nous sommes en train de construire la première phase qui peut traiter 3 millions de passagers, n'est-ce pas, avec une catégorie de services supérieure à la catégorie standard dans laquelle les aéroports fonctionnent. Et si on ramenait ça à la catégorie standard de fonctionnement des aéroports, on pourrait traiter pratiquement près de 4 millions de passagers avec cette catégorie-là. Mais nous avons décidé, n'est-ce pas, de fonctionner à une catégorie de services qui est supérieure à celle de fonctionnement standard des aéroports pour nous distinguer de la compétition. Évidemment, avec les extensions, dans la première partie de l'aéroport que nous sommes en train de construire, qui est la moitié uniquement du site, nous pouvons aller jusqu'à 10 millions de passagers. Et en ajoutant la deuxième moitié, si on l'exploite, nous arriverons jusqu'à 20 millions de passagers dans cet aéroport-là. Avec un niveau d'exécution très avancé, force est de reconnaître que les travaux du nouvel aéroport Blaise Diagne ont connu un bémol dans la cadence, dû non pas à des problèmes de financement, mais plutôt à une indisponibilité d'une main-d'œuvre qualifiée. C'est un challenge assez important.
dû à beaucoup de paramètres qui sont liés à l'environnement, aussi bien national qu'international, les capacités de production des entreprises locales que nous avons beaucoup voulu comment on appelle, associer, ainsi que les capacités, n'est-ce pas, d'amener ici les équipements extérieurs, fabriqués à l'extérieur et tout ça, bon, ainsi que la main-d'œuvre quelquefois aussi qui n'est pas spécialisée. Nous avons un comité donc avec l'APIX et les sociétés d'utilité comme nous les appelons, la SONES, la Sénélec et la Sonatel. Et également un autre comité avec l'ATR qui s'occupe donc des accès routiers. Donc nous appelons tout ça, c'est le comité de connectivité. Ce comité se réunit régulièrement et fait le point sur l'état d'avancement donc dans chaque domaine de connexion. Et chacune des sociétés a pris en charge, n'est-ce pas, avec l'aide de l'État, qui a pris en charge la contrepartie client que AIBD devait prendre en compte. Et donc ces sociétés sont chacune en train de dérouler son programme de réalisation de son raccordement. Aujourd'hui, la SONES est en train de travailler sur un raccordement à partir de la zone de Pout, donc sur un forage qui est là-bas. La Sénélec est en train de travailler sur un raccordement sur 2 arrivées de 30 kV qu'ils ont dans le périmètre, en attendant une solution plus pérenne, plus tard, avec la grande boucle de 225 kV. Et les routes, comme vous avez suivi, l'APIX est en train de travailler donc, sur le deuxième tronçon de l'autoroute, qui part de Pikine à Diamniadio. Et l'État du Sénégal a également décidé de faire une prolongation de cette autoroute à partir de Diamniadio jusqu'à l'aéroport et ultérieurement de l'aéroport jusqu'à Mbour et jusqu'à Thiès. Donc toutes les connectivités sont en train d'être déroulées également. Achevée à plus de 70%, la tour de contrôle d'AIBD trône majestueusement du haut de ses 36 mètres sur la cinquantaine qu'elle doit mesurer au milieu des autres bâtiments qui doivent abriter d'autres services comme la brigade des sapeurs-pompiers, entre autres commodités. Les travaux ont avancé de manière assez significative. Si vous passez sur la route, vous pouvez voir la tour de contrôle aujourd'hui. On a dépassé la hauteur de 36 mètres de la tour de contrôle sur une hauteur totale de 50 mètres. Pour l'aérogare, on a fini le premier étage. On a fini également pratiquement la charpente du deuxième étage pour pouvoir poser la toiture métallique. Et donc les travaux se poursuivent sur la rampe d'accès à cet aérogare-là. Et c'est les 2 bâtiments principaux. Les autres bâtiments annexes, la caserne des sapeurs-pompiers est pratiquement terminée. Le pavillon présidentiel est pratiquement terminé. Je parle au niveau bâtiment. Bien sûr, il reste l'équipement interne qui est en train d'être posé, les câblages et tout, et il reste à installer les équipements. Au point de vue des pistes et voiries, tous les terrassements sont terminés et aujourd'hui, les jours qui viennent, les couches, les différentes structures de la chaussée vont être posées. Naturellement, la construction d'un tel joyau ne va pas bénéficier qu'aux compagnies étrangères qui seront de passage à Dakar ou à Niasse plus précisément. Bien évidemment, il fallait faire accompagner cela d'un autre ensemble à même de concurrencer dans son domaine d'autres pays. Ainsi, après l'expérience malheureuse d'Air Sénégal International, l'État du Sénégal décide de faire appel à des privés nationaux pour constituer un capital et créer la nouvelle compagnie Air Sénégal Airlines. L'État sénégalais nous demande de les aider à redémarrer la compagnie aérienne. Et bien entendu, nous avons soutenu et toujours participé à la bonne santé, en tout cas de tout ce qui était aérien, de cet univers au Sénégal. Et bien entendu, nous avons répondu favorablement et nous serons présents tout au long de ce chemin. Et puis à l'écoute et surtout à l'aide de la nouvelle compagnie et à la demande du ministre. Chaque jour renforce notre conviction, c'est effectivement que nous sommes sur la bonne voie. Et aujourd'hui, des contacts sont pris au plus haut niveau avec les différents constructeurs d'avions pour gérer la phase transitoire, mais aussi gérer l'ambition que nous avons de construire une grande compagnie avec une flotte moderne, économique, capable de répondre aux ambitions de notre pays. Il est normal que l'État aussi donne l'exemple en initiant ce genre de projet associant son secteur privé national de sorte à avoir un secteur privé national fort. L'appel a été grandement entendu. Associer des industriels, des investisseurs qui sont dans le secteur aéronautique à des paysans et des agriculteurs, je crois que c'est unique, en tout cas pour le moment,
et dans la sous-région et dans l'Afrique. Et nous devons nous en féliciter. Je crois que tout le monde approuve ce projet et félicite beaucoup le ministre d'État qui a permis à réunir bien ensemble les privés nationaux. Entre réunions et visites à l'étranger, le ministère en charge des transports aériens multiplie les rencontres pour offrir au Sénégal une compagnie qui ne tardera pas à bousculer la hiérarchie dans les airs. Le ministre installe le bureau d'exploitation et donne rendez-vous aux futurs usagers à bord des avions de la toute nouvelle compagnie qui, toute griffe dehors, ne tardera pas, elle aussi, à se faire adopter. 18 mois, presque, jour pour jour, après que vous m'ayez fait l'honneur de me confier le dossier de la mise en place d'un nouveau pavillon national à la suite de la faillite de Air Sénégal International. Je voudrais saluer, en cette heureuse circonstance, la présence parmi nous de représentants d'Airbus et d'Emirates qui ont bien voulu accepter, dès le début, de vivre avec nous cette belle mais difficile aventure pleine de défis. Face aux défis du transport aérien international, apprendre à réfléchir, à travailler ensemble, à comprendre et respecter les aspirations et les intérêts de l'autre, sans condescendance, est un exercice difficile, mais indispensable pour réussir. Cet hommage rendu à Airbus et à Emirates est d'autant plus mérité que tout au début de ce projet, les représentants d'un avionneur de renommée internationale et d'une agence de financement des exportations dont je ne citerai pas les noms ici, nous ont éconduits sans ménagement alors que nous leur présentions le projet Senegal Airlines en nous disant « Let me give you a friendly advice, as an African Airlines, don't come to talk to us before 3 years ». Je traduis, il nous a été dit « Laissez-moi vous donner un conseil d'amis. En tant que compagnie africaine, repassez nous voir dans 3 ans et pas avant si vous voulez des avions ». La création de Senegal Airlines, compagnie aérienne nationale, entre donc dans le cadre de ces projets qui visent à faire de Dakar un hub aérien sous-régional et continental de premier plan. Senegal Airlines a ainsi pour ambition et défi de reprendre très rapidement les parts de marché laissées par Air Sénégal International qui représentait 25% du trafic international du Sénégal. Bien évidemment, devant le charme et autant de promesses dans les ailes, les avions de Senegal Airlines pénètrent le Sénégal des profonds à leur terroir.